Ce webinaire fait partie d'une Cyber Week que l'on organise donc avec la société de cybersécurité YouSecure. Tout au long de la semaine, nous avons décidé de partager du contenu exclusif. Donc lundi, on a eu une belle infographie sur notre compte LinkedIn. Hier, on a eu un tout premier webinaire avec deux experts de renom également, Brice Leff et Jordan Assouline, qui ont parlé des enjeux de l'intelligence artificielle et comment s'en protéger grâce au Zero Trust, notamment. Aujourd'hui, je remercie Laurent. Laurent Gélu, qui traitera d'une introduction à la cybersécurité et qui abordera notamment les réglementations et les directives européennes, dont DORA et NIS 2. Donc Laurent, je te laisserai peut-être te présenter après brièvement. Et Benoît qui abordera donc la cybersécurité en entreprise avec toute une partie sur la dimension organisationnelle, la stratégie et la vision. Donc, messieurs, je vous laisse la parole. Petite règle également avant de débuter ce webinaire. Pour que le webinaire se passe de la meilleure des façons, je vous inviterai donc à poser vos questions dans la conversation ou éventuellement à lever la main pour qu'on puisse vous donner la parole. Bien entendu, je pense que Laurent et Benoît répondront avec plaisir à vos questions. Mais voilà, on va essayer d'organiser un petit peu les choses pour que tout le monde ne prenne pas la parole en même temps. Et je vous demanderai également de veiller à ce que vos micros soient bien coupés pour ne pas déranger la présentation. Voilà, merci beaucoup. Et je laisse la parole à Laurent et Benoît. Laurent, ce qui permet, le temps que Oui, que je partage en fait. que tu partages, j'en profite pour déjà vous remercier de votre présence. C'est vrai que c'est un plaisir de vous avoir autour de ce webinaire. Donc merci pour le cadeau aussi que vous nous faites parce que vous faites référence dans votre domaine, dans chacun de vos domaines respectifs. C'est un plaisir de vous avoir. Pour remettre dans le contexte, vous représenterez vous-même dans vos fonctions respectives. D'abord, Laurent, on se connaît depuis assez longtemps et dans le cadre d'un partenariat avec Kindrill, merci de ta présence. Benoît, on se connaît depuis un peu moins longtemps. Tu présenteras aussi tes activités, ta structure. Tu es rompu à ce genre d'exercice, donc c'est vraiment un plaisir de t'avoir. Le contexte, le groupe YouMade, qui existe depuis une vingtaine d'années, 40 millions d'euros de chiffre d'affaires, plusieurs marques à son actif, dont Algofi, qui existe depuis un peu plus d'une vingtaine d'années, dans 3 pays, la France, l'Italie et le Maroc, et la marque cybersécurité du groupe YouSecure, que j'ai le plaisir de représenter ici aujourd'hui. Nous avons eu la volonté d'organiser des événements pour faire parler de la cybersécurité avec la façon de présenter la pédagogie et l'expertise de personnes comme vous. Donc, merci pour votre présence et très bon webinaire à vous. Merci Saro. Rapidement, donc je vais vous faire une petite introduction pour comprendre en fait les enjeux des différentes réglementations cyber en fait dans le contexte actuel. On parle souvent de DORA pour les environnements bancaires, on parle de NIS 2. Donc moi-même Laurent Gélu, aujourd'hui je suis responsable des activités de conseil en sécurité et en résilience pour Kindred en France. Et l'idée vraiment, c'est un peu d'essayer de contextualiser et de commenter un peu ces différentes réglementations et aussi d'expliquer qu'est-ce que ça veut dire concrètement pour les entités en fait qui sont concernées par ces réglementations. Est-ce que vous voyez correctement mon écran? Je pense que oui. Donc juste Tu pour peux avancer. peut-être mettre en diapo. Tu peux mettre en diapo, je pense. Je sais pas ce que ça va donner. Je peux essayer en tout cas. Hop, voilà. Est-ce que vous le voyez correctement? Moi, je vous vois plus en tout cas maintenant. Donc juste un point et un point d'introduction. On a essayé d'illustrer un petit peu sur une roadmap. Déjà, pour contextualiser, c'est vrai qu'en Europe, on parle de DORA, on parle de NIS 2, en fait, qui sont des textes qui ont été finalisés en janvier 2023, décembre 2022 pour l'un d'entre eux d'ailleurs. Mais en fait, ce contexte-là apparaît dans l'ensemble des pays dans le monde, en fait. Donc, de la même manière que ce soit aux États-Unis, en Inde, au Brésil, on voit cette même pression réglementaire qui arrive. Et si on donne une analogie, en fait, par les chiffres, en fait, 167 pays, dans le monde, il y a 195 pays. Ça donne juste une illustration, mais 167 sur 195 ont maintenant une législation en matière de cybersécurité.
Même chose si on raisonne sur la protection des données personnelles, on est à 133 sur 195, donc c'est des ratios qui sont très importants. Et pourquoi en fait on a ces réglementations qui arrivent? C'est quelque part une réaction des autorités, en fait, que ce soit au niveau régulation bancaire, que ce soit au niveau État, Union européenne, par rapport à l'évolution du paysage des menaces. C'est-à-dire qu'en fait, c'est un petit peu comme lorsque vous finalement les voitures ont été inventées. Finalement, tout le monde a appris à conduire, on a détecté qu'il y avait des accidents. Et donc l'objet, finalement, c'est de définir un code de la route à suivre pour les différentes entreprises pour finalement limiter l'accidentologie. Alors pourquoi? C'est un, parce que finalement, bah, les menaces continuent d'augmenter, donc ça, finalement, toute entreprise cyber va vous donner ce point-là. Deux, il y a la difficulté finalement d'avoir les compétences de créer une organisation en sécurité. Mais trois, on le voit, en fait, la cyber commence à avoir d'autres impacts pour les entreprises. Quand on parle de risque crédit, on illustre ça par du risque crédit, c'est aujourd'hui finalement la posture et la résilience cyber d'une entreprise. Donc la façon et la possibilité de continuer son activité en cas d'incident cyber, bah, ça peut avoir un impact majeur finalement. Et lorsqu'on va prendre et on va emprunter de l'argent, donc on parle de risque de crédit finalement, bah, on sait très bien qu'une entreprise peut s'arrêter liée à un problème de cybersécurité. Et donc si elle s'arrête, elle va plus payer son crédit. Donc même chose dans l'évaluation, dans sa capacité à emprunter, la cyber est aujourd'hui quelque chose de regardé. Et donc, réaction au niveau du monde, finalement, bah, c'est d'intensifier ces réglementations, ces régulations, pour venir finalement en aide en disant il y a un code de la route, des lois à venir respecter, finalement, des directives à respecter pour s'assurer que chaque entreprise va suivre. Et même chose si on regarde sur au niveau des primes assurances, finalement, bah, une assurance cyber, elle va rembourser une partie, elle va pouvoir prendre l'ensemble du capital. Et il est de plus en plus dur aussi pour une entreprise de s'assurer contre le risque cyber. Et on demande aujourd'hui de plus en plus de comptes. Il y avait, dans le passé, c'était des questionnaires, maintenant c'est aussi des audits, etc., pour pouvoir s'assurer d'un point de vue cyber. Par contre, si j'avance un petit peu, les thématiques, et si on prend un IS-2 ou un DORA, finalement, on prend un petit peu d'altitude. Il y a déjà d'ailleurs des exercices un petit peu de réconciliation et d'alignement des directives. Elles ne sont pas écrites de la même manière, mais on va retrouver les mêmes thématiques. Et en fait, les thématiques sont quelque part, un, la résilience, donc la capacité finalement à pouvoir récupérer, reconstruire son système d'informations rapidement. Et en fait, la résilience, ça s'anticipe, hein, donc il y a des mesures à prendre. Deuxième point, et on l'a vu, et ça a été la cause en fait de pas mal de cyberattaques, bah, c'est finalement de regarder l'ensemble des tiers qui travaillent pour son entreprise, qui ont accès au réseau de son entreprise. Donc finalement, bah, les tiers cruciaux vont être régulés par la régulation. Et ensuite, chaque entité impactée va devoir aussi mettre des mesures et des directives, des annexes contractuelles, des contrôles sur les différents tiers. Troisième point, c'est de dire bah, finalement les incidents, il faut les signaler, il faut donner un certain nombre d'informations, il faut pouvoir communiquer. En fait, la GDPR avait déjà introduit ce type de choses pour les incidents impactant de la donnée personnelle, où il y avait une obligation finalement d'information. Bah, de la même manière, ces directives-là poussent à notifier et à signaler les incidents vers les autorités compétentes. Donc ça peut être côté banque, les autorités bancaires, et côté Nice 2, on va se rediriger vers l'ANSSI. Mais en fait, il y a des délais agressifs avec un certain nombre d'informations, donc il faut informer, communiquer. Quatrième point, et ça c'est important pour venir en aide un petit peu aux responsables sécurité. Dans certains cas, les entreprises avaient un responsable sécurité qui était parfois un peu isolé. Bah, c'est finalement d'expliquer qui est responsable de quoi en matière de cybersécurité. Donc on parle de responsabilité accrue. Et là, finalement, bah, c'est d'expliquer que finalement, la responsabilité de la sécurité, c'est le conseil d'administration d'une entreprise qui en est responsable. Et ils sont finalement éligibles à des amendes, et des amendes qui ne sont pas négligeables du tout. C'est une proportion du chiffre d'affaires. On y reviendra un petit peu tout à l'heure, en cas de problème. Et donc là, ça les force finalement à avoir connaissance des risques de l'entreprise, d'avoir une visibilité, de décider finalement de prendre des mesures budgétaires, mais finalement de garantir des investissements et de dire, ben voilà, on est, et finalement la voiture, elle doit avoir son contrôle technique, elle doit pouvoir rouler pour éviter des accidents. Toujours un petit peu la même image. Ensuite, bien entendu, une hygiène cyber améliorée. Donc là, on est plus dans les mesures de protection habituelles.
Et le point 6, en fait, et ça c'est très valide par exemple pour Dora, en fait, c'est une application stricte, c'est des tests de résilience, des stress tests en fait, à réaliser. Donc pour faire des exercices à taille réelle, hein, et on le verra, je l'illustrerai un petit peu tout à l'heure avec le stress test qui a été fait et commandité par la BCE, où ils prennent des hypothèses où finalement bah, il faut reconstruire tout le vessie de l'entreprise. Est-ce que vous êtes prêts? Et c'est vrai qu'on part en fait en tant que tel, bah, il y a un sacré gap entre la réalité du terrain et le niveau de préparation. On a l'illustration là, je ne vais pas y passer trop de temps en fait, hein, ben, des différentes régulations et on voit vraiment que bah, c'est quelque chose qui a un impact mondial. Donc en France, en Europe, on parle beaucoup de Dora, on parle beaucoup de Nice 2. Dans le passé, c'est vrai qu'on avait déjà la notion d'opérateur d'intérêt vital, d'OSE en fait, qui était dirigé par la LPM. Mais en fait, Nice 2, on va le voir un petit peu plus loin, va permettre en fait d'étendre ça à des entreprises de beaucoup plus petite taille. C'est-à-dire, c'est pas uniquement les acteurs vitaux pour la France, mais maintenant il y a ce qu'on appelle les entités importantes et des entités essentielles. Donc les principes communs, NIS2 DORA, c'est-à-dire vous travaillez dans la banque, vous travaillez plutôt dans d'autres secteurs en fait, c'est les mêmes principes, c'est j'améliore ma sécurité, j'améliore ma résilience, donc je me prépare finalement à une cyberattaque en tant que telle, et je suis capable à la fois de me défendre, de me protéger, et je suis capable de reconstruire le jour où ça arrive. Et on sait très bien que malgré tout ce qu'on peut faire, ça peut arriver. Deuxième point, ben, on doit notifier des incidents aux autorités compétentes. C'est pas des choses qui doivent rester non documentées. Il y a une obligation finalement de déclarer ces incidents. La deuxième page, donc, c'est les différents thèmes hein, que j'ai évoqués tout à l'heure. Ensuite, on a la cartographie en fait des réglementations dans le monde. Et ce que j'indiquais, hein, c'est Nice 2 DORA pour l'Union européenne. C'est vrai il y a d'autres choses qui se développent, par exemple au niveau de l'IoT, des certifications IoT. Donc ça continue en fait en tant que tel. Mais par contre, ce qui est aussi important de noter, c'est que la tendance, elle est totalement mondiale en réalité, hein. Donc c'est du code de la route en cybersécurité, en résilience, sur l'ensemble de la carte du monde. Ensuite, voilà, on en était là, on était sur les principes communs. Donc là, j'espère que je suis plus en plein écran, mais vous devez voir la page en tant que telle. Donc, on a cette amélioration de la sécurité de la résilience, donc mettre en place des mesures et des chantiers pour améliorer. Le deuxième point, donc comme je disais, c'est la communication sur les incidents, donc ce devoir de transparence et l'obligation de notifier les entités. Donc, c'est plus des choses qu'on garde finalement, qu'on cache, etc. Troisième point, c'est la coopération en termes d'incidents, et donc là, c'est faciliter la communication entre les États membres, les organisations, les entités. Donc, quelque part, c'est pouvoir partager de l'information entre les différentes unités pour pouvoir mieux répondre aux incidents cyber. C'est vrai qu'au niveau des SOC, en fait, il y avait différents outils et plateformes qui avaient été mis en place pour ça, mais il y avait toujours une réticence des cultures d'entreprise finalement à partager de l'information. Et c'est vrai que quand on subit une cyberattaque, partager ces indicateurs de compromission, ces IOC, en fait, bah, ça va permettre d'aider d'autres. Donc en fait, cette coopération est quelque chose d'obligatoire si on veut avancer dans le milieu de la cyber. Et quatrième point, bah, c'est comme tout code de la route, hein, il y a des amendes. C'est-à-dire que si on ne respecte pas le code de la route, on est éligible à des amendes en cas de non-respect. On les quantifiera un peu tout à l'heure et vous verrez que ça peut être assez majeur. Donc Dora, d'un côté, a été fait pour renforcer la résilience dans le monde de la banque, des compagnies d'assurance et tout ce qui est service en fait d'investissement. En fait, et c'est vrai que ça monte et ça va tendance à monter le niveau. Certaines banques étaient déjà très bien préparées, mais elles ont toujours des actions et des points particuliers à adresser en tant que telles. Donc, il y a des sujets sur lesquels se analyse. Nice 2, cette fois-ci, en fait, il faut voir que c'est une deuxième version de Nice. En fait, Nice avait été sujet suite à la LPM. Et donc, en fait, c'est d'abord une extension de ces règles de sécurité, de cette directive de sécurité, aux PME, TPI et à plus de secteurs. Donc, ce qui veut dire qu'en fait, ça rend ce code de la route obligatoire pour des entreprises qui ont déjà des tailles beaucoup plus petites. Et donc, même chose, c'est un but de faciliter finalement l'obligation en matière de cybersécurité.
Si j'avance un petit peu et on voit juste, c'est l'illustration en fait, hein, et là c'est au niveau NIS 2, qu'est-ce qu'on appelle une entité essentielle? Et finalement, c'est pas forcément une si grande entreprise que ça. C'est une entreprise de 250 personnes qui fait plus de 50 millions, un bilan de 43 millions. L'entité essentielle, elle va être régulée par l'ANSSI, donc contrôlée par l'ANSSI, et elle peut avoir une amende d'un maximum de 2% de son chiffre d'affaires mondial. Donc quelque part, c'est énorme. Et au-delà de ça, finalement, une entreprise qui fait juste entre 50 et 100 et 200 personnes, qui fait à partir de 10 millions de chiffre d'affaires, peut être classifiée en entité importante. Et donc ça, c'est non négligeable non plus, parce qu'il y a des entreprises de beaucoup plus petite taille, finalement, qui peuvent rentrer là-dedans. Deuxième point, d'un point de vue secteur d'activité, c'est-à-dire qu'il y a des secteurs historiques, on fait de la cyber, on parlait du secteur bancaire, on va parler de la défense, on va parler d'un certain nombre de choses. Mais il y a d'autres secteurs d'activité qui parfois étaient un peu moins riches en matière de cybersécurité. Donc il y a une extension, donc il y a des secteurs qui sont considérés comme essentiels, donc l'énergie, le transport, le bancaire, les infrastructures, l'eau, en fait, l'administration. Il y a aussi des secteurs essentiels comme tout ce qui est poste, expédition, la gestion des déchets, la fabrication des fournisseurs de services numériques, en fait, la recherche. Et même chose, ces secteurs maintenant sont régis en fait par NIS 2. Donc même chose, on voit bien ce niveau d'extension. Et en fait, ça, si on le recontextualise, hein, c'est pas juste des textes pour dire on fait des textes. Là, j'aime bien utiliser, mais en fait, le CESIN produit chaque année un document qui est super intéressant, qui s'appelle le baromètre de la cybersécurité, et qui permet de capturer les tendances en fait du marché, des actions prises, et de ces vues d'environ 450-500 CISO en fait responsables sécurité en France. Et en fait, on le voit, et en fait, il le déclare de manière transparente. En fait, 50% des entreprises ont subi finalement au moins une cyberattaque. On parle de cyberattaque, c'est pas une alerte antivirus, hein, c'est vraiment un acte malveillant avéré en fait qui va compromettre soit des données, soit de la disponibilité de système, mais c'est une vraie cyberattaque. Donc 50% en ont eu au moins une. Et puis finalement, entre 1 et 3, c'est 38%, mais il y en a aussi qui en ont eu 10%, en ont eu entre 4 et 9. Donc en fait, c'est concret, c'est-à-dire que on sait qu'on va avoir une cyberattaque, donc au-delà de dire on a protégé, on a détecté, bon, il faut être capable de reconstruire, il faut être capable d'être résilient, en fait, et donc ces directives-là poussent à cette résilience. Et après, bon, pour le commenter, mais je pense que beaucoup le savent, finalement, le vecteur d'entrée le plus courant, même s'il a baissé un petit peu, reste le phishing, c'est-à-dire ça passe par un utilisateur qui va finalement se faire ficher, qui ça va devenir le point d'entrée, et ensuite on fera des mouvements latéraux dans l'organisation de manière un petit peu différente. Donc au bout du bout, 70% des entreprises aujourd'hui vont être impactées par ces réglementations. Donc toutes les entreprises vont plus ou moins décliner un programme en fait là-dessus. Et deuxième point, en fait, si on se positionne cette fois-ci dans le rôle d'un responsable sécurité, ces normes vont être essentielles et vont permettre finalement aussi de pouvoir alimenter les projets, les roadmaps et la prise en compte du risque. Donc c'est quelque part aussi un facteur aidant pour les organisations de sécurité. Et donc ça va continuer notre tendance à avoir toujours de la croissance dans les effectifs liés à la protection contre les cyber-risques, et puis d'amener de nouvelles solutions, etc. Maintenant, ces solutions, elles vont évoluer sur différents secteurs, des différents secteurs en tant que tels. Je vais avancer un petit peu vite pour essayer de rester dans les temps. Euh, Si on le raisonne aussi, et là c'est une vue côté responsable sécurité, donc on a parlé d'Aura NIS 2, on parle de cyber-résilience, donc on inclut vraiment en fait la dimension résilience cette fois-ci dans la dimension sécurité. Donc on s'aligne totalement finalement sur le modèle un petit peu du NIST aussi. Euh, Si on pose la question, et c'est un point intéressant, est-ce que les gens sont prêts finalement? Est-ce que vos moyens de prévention, de protection sont là? En fait, les gens se disent oui, en fait, ils sont là, on se dit plutôt oui. C'est-à-dire, pour un responsable sécurité, c'est toujours dur de dire totalement oui. Si on peut détecter, même chose, le SOC qui marche, totalement oui. Si on répond aux attaques, oui, nos équipes vont savoir, mais ça diminue un petit peu, le niveau de confiance diminue. Par contre, quand on parle de reconstruction, finalement, il y en a un sur deux qui se dit je suis pas sûr que je vais pouvoir reconstruire si ça se passe vraiment mal. Et c'est vrai que cette dimension-là, là s'accélère.
Après, il y a d'autres tendances, des tendances liées au shadow IT. Donc ça, c'est un petit peu la hantise du RSSI qui dit, aujourd'hui avec le cloud, l'ère du cloud, au-delà des infrastructures, les métiers vont contractualiser directement. D'autres tendances aussi, on voit que la menace cyber est là parce que finalement, 70 des entreprises qui répondent au baromètre du CESA disent: «Oui, on a bien souscrit une cyberassurance» et puis d'ailleurs, dans les 70 il y en a 25 qui dit: «En plus, on a déjà fait un constat parce que finalement, on a déjà demandé un dédommagement suite à une cyberattaque». Donc c'est quand même des proportions qui sont énormes. Et en fait, comment on se prépare finalement à ce type d'activité? Que ça c'est plus le point de vue de mon entreprise, mais c'est aussi les grandes étapes. Il y a des étapes à la fois de préparation finalement et d'identification et de conseil. Ensuite, on a des étapes d'implémentation. En fait, pour un responsable sécurité, l'étape 1, c'est un de comprendre son périmètre, donc avoir une stratégie de résilience alignée quelque part et puis de travailler sur les processus métiers. C'est un petit peu pour ceux qui ont fait de la continuité d'activité, des démarches de business impact analysis, qu'on appelle BIA dans le marché, mais qui visent finalement à dire j'identifie mes processus, mes services critiques au sens métier du terme, et ensuite j'en décline une vision IT. Ça, c'est la première étape de dire qu'est-ce qui va être critique, qu'est-ce que je vais devoir protéger. Ensuite, par rapport à ce périmètre critique, je vais illustrer chacune des étapes. Par rapport à ce périmètre critique, ce qui est important de faire, c'est un petit peu son état des lieux, ce qu'on peut appeler un gap analysis au sens ISO du terme, mais c'est de dire, bah, d'un point de vue risque, quels sont mes grands écarts pour ces services critiques métiers par rapport aux exigences que je vais retrouver en fait dans ces réglementations. Donc au sens bancaire, c'est du DORA. Donc là, on est vraiment dans l'identification d'écarts pour qu'on dise finalement quel est mon plan d'action et quel roadmap je vais mettre en œuvre. C'est-à-dire qu'on parle de dire les textes sont applicables en fin d'année, etc. Ça y est, ça rentre en vigueur, il faut être conforme. Conforme veut dire j'ai bâti, et je pense que Benoît va en parler dans quelques minutes, j'ai bâti un programme de transformation et j'ai bâti finalement mon programme, c'est-à-dire la conformité à 100% des règles dans une réglementation, c'est pas ça. Aujourd'hui, ce qui est important, c'est d'avoir une approche basée sur les risques, de connaître ces risques, que la direction de l'entreprise connaisse ces risques, donc ses faiblesses, et qu'ensuite, en face de ces risques, elle ait un plan de transformation pour les traiter. Donc on est vraiment dans la phase 2. Donc en fin d'année, ce qu'il faut, c'est que l'étude d'écart ait été faite et qu'il y ait bien un plan d'action qui ait été mis en œuvre, qui soit démarré, pour démontrer une amélioration continue. Maintenant, de dire day one et au 30 décembre, ça y est, on applique 100%, c'est pas possible. Et troisième point, on arrive plus dans des projets en fait d'implémentation où là, bah, cette fois-ci, ça va être des projets concrets en disant, bah, par exemple, j'ai besoin de construire un sanctuaire de données pour stocker mes sauvegardes en tant que telles et mes backups. J'ai besoin d'améliorer ma production et revoir mon système de gestion d'habilitation. Donc là, on arrive dans l'exécution de la feuille de route. Et donc là, on est dans un programme de cybersécurité qui va traiter des ensembles d'aspects dont la protection, la détection, mais aussi finalement comment revenir, comment reconstruire en cas d'incident. Donc, et pour illustrer chaque étape, donc là on revient et par rapport à la page que j'avais, donc là on est sur la première étape, le quoi protéger, c'est pas finalement une personne dans son coin qui doit le définir, c'est quelque chose qui est sous la gouvernance de la direction de l'entreprise, du conseil d'administration finalement, et qui doit prioriser, c'est-à-dire qu'est-ce qui est vital et qu'est-ce qui est nécessaire pour la survie de l'entreprise. Ben voilà, c'est le quoi protéger en premier. Donc quels sont les processus métiers importants, et puis il faut aussi déterminer la tolérance d'impact, c'est-à-dire il y a des activités qui peuvent s'arrêter pendant un mois. Est-ce qu'elles sont vitales pour l'entreprise? Oui, non. D'autres activités, on va pouvoir dire, elles s'arrêtent pendant une semaine. Finalement, la paye, si elle ne marche pas pendant une semaine, c'est pas grave. Si au bout d'un mois, elle ne marche pas, ben, on a un problème, on ne peut pas payer les employés, on a un problème. Donc la paye doit redémarrer au bout d'un mois. Donc c'est un petit peu ce qu'on appelle la tolérance d'impact. Et pour bien contextualiser, en fait, c'est juste un extrait du stress test qui avait été demandé par la Banque centrale européenne. Ce qu'elle a dit de dire en hypothèse pour dire on va faire un exercice, il va falloir reconstruire, etc., c'est de dire tout simplement, en fait, en hypothèse, tout ce que vous avez pu faire en mesures préventives et que vous aviez testé, etc., elles ont été contournées ou échoué. Donc maintenant, vous devez reconstruire votre système d'information. Ben, c'est un petit peu ensuite, vous avez un devoir, vous avez 2 heures, merci de travailler dessus. Et quand on pose cette question-là en disant, bah zut, j'avais des backups, tiens, ils ont été chiffrés par le ransomware, etc. En fait, on arrive à plein d'autres questions et on se dit, bah, comment on survit dans ce cas-là?
Ça illustre la première partie. Le deuxième partie, ensuite, c'est une démarche plutôt de BIA, en fait, hein. Donc, on dit qu'on a un processus métier, on doit identifier nos risques, etc. Donc, on part d'une vue qui est une vue fonctionnelle, qui est orientée business. On descend ensuite à identifier les processus. Et puis derrière, on va arriver dans les couches applications, donc les applications d'entreprise qui tournent, etc. Et de ces couches applications, on va descendre dans des couches qui sont plus connues, plus habituelles, qui vont être les couches d'infrastructure, et puis l'operating system. Et puis ensuite, il y a aussi la vue physique, hein, c'est-à-dire finalement, dans un risque, si on est dans un seul data center à un seul endroit, si celui-ci s'arrête, finalement, il suffit de couper le câble électrique. Qu'est-ce qui se passe? Donc là, on est dans cette vue BIA pour descendre et identifier, cartographier ces risques. Et le dernier point, après, là, on l'illustre un petit peu par des stations de métro parce que le chemin de chacun est différent. C'est quand on arrive dans ces projets d'implémentation, bah, finalement, on doit adapter ces projets aux risques de l'entreprise. Donc, on a fait son assessment et on va retrouver, par exemple, au niveau de Dora, c'est sur 5 piliers majeurs. Il y a un pilier au niveau de la gestion des risques qui va recomprendre en fait les mesures de protection côté cybersécurité, et on peut dire, ben tiens, là on est plutôt sur une métro map, en fait, sur une carte de métro, et pour son entreprise, c'est telle ou telle station qui vont s'appliquer, et c'est telle ou telle station qu'on va devoir suivre. Donc en fait, il y a cette notion de mesure de sécurité, la ligne rose, en fait. Ensuite, il y a la notion de test, donc faire ces tests de résilience, être capable de tester, de démontrer qu'on est capable de reconstruire, qu'on est capable aussi de subir une attaque, c'est-à-dire il y a ce qu'on appelle les TLPT, Threat Level Penetration Testing, en fait, hein, qui sont des tests de pénétration basés sur la menace et qui vont inclure des tests techniques, mais aussi des tests physiques, c'est-à-dire tester la partie physique, mais aussi des tests finalement au niveau des personnes, des humains. Donc, c'est du social engineering et puis finalement aller tromper l'humain. Bon, donc, c'est une approche de test beaucoup plus complète qui implique aussi des acteurs extérieurs. Mais voilà, c'est vraiment de se tester et de se challenger au quotidien. Ensuite, la communication des incidents, qui est des choses, en fait, certaines entreprises ont déjà évolué dans le cadre de la GDPR, le partage d'informations, et puis ensuite, un autre pilier essentiel qui est la gestion de ces tiers, hein, donc tous les acteurs avec qui on travaille. Et pour ceux qui travaillent, en fait, dans des entreprises de services, il faut s'attendre à beaucoup de clients qu'on voit, en fait, des nouveaux annexes sécurité, parce que la gestion des tiers et le risque par les tiers est quand même un risque majeur pour nos clients, et ils doivent le traiter. Voilà pour cette petite introduction. S'il y a des questions, je vous propose de les poster sur les messages. J'ai une question pour toi, en attendant de lire les autres, et après on passera la parole à Benoît. Déjà, merci, c'était très clair. Tu parlais de plusieurs secteurs qui étaient impactés par ces nouvelles normes. Selon toi, moi j'ai deux questions pour toi. Est-ce qu'il y a des secteurs aujourd'hui que tu estimes, par ta vision, plus mûrs que d'autres sur la mise en conformité? Et selon toi, est-ce que l'Europe est en avance ou en retard par rapport aux Américains, par exemple, ou aux pays asiatiques par rapport à la mise en conformité sur ces normes-là? Bah, en fait, plusieurs points. Je l'avais illustré, en fait, selon les secteurs d'activité, il y a des investissements différents. Il y a un indicateur souvent qu'on utilise qui est la proportion du budget sécurité par rapport au reste du budget IT. D'accord? Donc la moyenne était plutôt autour des 7%. Des secteurs comme la banque, en fait, étaient autour des 10-15%. En fait, ils étaient à des niveaux plus importants, plus matures. Après, les industriels de défense, il y avait un certain nombre de secteurs en fait qui avaient de l'avance. D'autres, en fait, parfois, ont utilisé plus l'informatique comme une commodité, un usage, mais leur métier, c'était pas de l'informatique. Il faut voir que la banque, le métier, c'est de l'informatique. 80% d'une banque, c'est de l'informatique. Si on raisonne sur de l'industriel, de la production, etc., sont des secteurs finalement où bah, il y a plus de choses à monter en maturité. Même chose, la distribution, tout ce qui est secteur retail, en fait, idem, c'est des choses où ils ont des besoins en fait en termes de montée en maturité parce que c'était pas la priorité pour eux. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, ces entités, en fait, ce qui sont les secteurs entités essentielles et ensuite entités importantes, ont des besoins et ont pas forcément les mêmes niveaux et doivent finalement avoir une approche basée sur les risques en fait. Ce qui différencie l'Europe du reste du monde, c'est que la culture en Europe, on a une approche qui est essentiellement basée sur les risques, donc connaître ces risques, maîtriser ces risques. Chaque organisation va avoir son appétit pour le risque. Maintenant, c'est le conseil d'administration de l'entreprise qui est impacté, donc qui décide d'accepter oui ou non un risque.
par rapport à un monde plutôt anglo-saxon qui était sur une approche basée sur l'inconformité, où il faut le faire, il faut pas le faire, mais de la même manière, ça a ses limites, parce que parfois, il faut mieux traiter un risque important que d'aller avoir une approche totalement conformité. Maintenant, oui, tu as des secteurs qui sont très matures et d'autres qui ont beaucoup de choses à faire, et la vie d'un CISO, selon les environnements, c'est pas du tout la même. À peu près répondre à ta question, Saro? Tu as répondu à ma question. J'en ai bien d'autres, mais je vais profiter de ta réponse pour faire la transition avec Benoît, qui va justement parler de la stratégie cyber dans les entreprises, l'organisation, au-delà des aspects techniques, des produits. Donc, merci Laurent, c'était très clair. Et Benoît, on te passe la main pour prendre la suite. Moi, je vais vous présenter plutôt la stratégie au sens high level et comment on implémente une stratégie en entreprise en essayant d'être le plus pragmatique possible et en revenant sur les fondamentaux parce que c'est ce qu'on oublie régulièrement. Donc, pour me présenter rapidement, j'ai 48 ans, j'ai quasiment 25 ans dans le digital. Je ne suis pas un ayatollah de la cybersécurité. Donc, j'ai commencé sur le hosting, j'ai fait 16 ans chez Capgemini. Et j'ai rejoint Airbus en 2019, où j'occupe des fonctions de Head of Cyber sur les 2 piliers techniques Network et Endpoint, et je lead le programme Zero Trust. Et en parallèle, j'ai créé un organisme de formation en début d'année qui s'appelle Cyber Leader Institute et qui a vocation à aider la communauté aussi à combler le gap de compétences en cyber que j'ai pu constater un peu partout. En termes de hobby, donc je voyage beaucoup. Là, je vous ai mis une photo parce que j'étais au département de la défense américain le mois dernier, voyage pro, et je joue au basket depuis que j'ai 6 ans, donc ça fait un paquet de temps maintenant. Donc moi, je vais axer ma présentation sur vraiment revenir aux fondamentaux. La stratégie cyber, c'est un terme comment dire, qui est extrêmement complexifié. Et finalement, au bout de 25 ans quasiment de digital, on a rarement réinventé l'eau, en fait. Donc pourquoi aujourd'hui la cyber est au cœur des préoccupations? Vous le savez, je ne connais pas trop le niveau de l'assistance, mais en tout cas, c'est l'évolution des usages, hein, on le sait, avec la pandémie, le BYOD, etc. Pour les entreprises, le nombre de partenaires aussi, donc on a de plus en plus de brèches qui viennent des partenaires auxquels on est connecté. Les évolutions technologiques qui mettent à disposition des attaquants beaucoup plus d'outils d'automatisation avec les AI, etc. Et la forte dépendance au digital. Donc, je vous ai mis sur la droite vraiment cet élément qui est intéressant, c'est que, y compris aux États-Unis, sur la protection des forces armées, le président lui-même, donc Biden, a émis un executive order en 2021 pour faire en sorte que les agences gouvernementales soient Zero Trust compliant d'ici 2030, et ça représente un budget de 600 millions de dollars par an. Donc, il y a une vraie emphase sur la cyber et sur la protection des assets. Comme je le disais, je reviens pas mal sur les fondamentaux parce que, on se rend compte, en entreprise que, ça dévie assez rapidement, on rentre assez rapidement dans le détail et en oubliant les fondamentaux, on ne prend pas les bonnes priorités ou on ne pose pas les bonnes stratégies. Donc la cyber, c'est vraiment une fonction de réduction de risque et de mitigation d'impact. Donc le risque cyber, c'est la probabilité qu'un événement malveillant ou accidentel se produise. La menace, c'est les actions malveillantes. Et l'impact, pour redonner aussi un peu de vocabulaire, c'est vraiment un impact sur la triade CIA, donc confidentialité, intégrité et disponibilité. Une fois qu'on a dit ça, qu'est-ce que la stratégie cyber? Alors moi, j'ai coutume de dire que, on peut, ajouter le terme cyber. Malgré tout, une stratégie, ça reste un programme, c'est un plan global et coordonné, et donc il y a des fondamentaux à la construction de programmes et de programmes de transformation. Il est conçu bien sûr pour protéger les systèmes d'information, les réseaux et les données. Mais surtout, et ce qui est très important parce que les équipes cyber ont tendance à se perdre dans la cyber, elle soutient les objectifs stratégiques de l'entreprise. Et ça, c'est extrêmement important parce que de la même manière que quand on a eu la révolution du cloud, c'est devenu assez rapidement technico-technique et on en a oublié les objectifs en fait. L'objectif, il est bien de soutenir les objectifs stratégiques de l'entreprise. Donc la stratégie cyber, elle est partie intégrante de la gestion globale des risques de l'entreprise et elle est là pour protéger les actifs numériques critiques. Si je peux le simplifier, il y a vraiment 4 éléments principaux. L'évaluation des risques, qui a une particularité par rapport à une gestion de risque habituelle, c'est l'analyse des menaces, sur laquelle je reviendrai. La mise en place de mesures de protection,
Et là, il y a un élément qui est extrêmement important aussi, qui fait partie des fondamentaux de la stratégie cyber, c'est les politiques de sécurité. Et enfin, la préparation à la continuité des activités et récupération, que moi je considère, et je ferai une aparté aussi là-dessus, plutôt comme de l'IT que comme de la cyber. Et enfin, le dernier point qui a été bien détaillé par Laurent, la conformité réglementaire sur laquelle moi je ne vais pas revenir. Donc, quand on élabore une stratégie, la première chose, c'est de connaître son entreprise. Je répète, et c'est vraiment des éléments qui sont extrêmement importants. On peut faire de la cyber pour faire de la cyber, c'est-à-dire avoir le best in class en termes de software, en termes d'appliance, etc., etc. Le but, il est quand même de soutenir l'entreprise. Donc, quand on est dans une position de management ou de construire une stratégie cyber, la première chose, c'est de comprendre son entreprise. Alors moi, je suis chez Airbus, donc on soutient le delivery des avions. On ne fait pas de la cyber pour faire de la cyber. Donc il y a plusieurs éléments pour ceux qui pourraient être nommés ou qui pourraient prendre des fonctions pour construire une stratégie de transformation ou un programme cyber. C'est de comprendre les valeurs et la culture de l'entreprise. Il y a des termes qui sont importants, c'est-à-dire la vision de l'entreprise, c'est-à-dire ce qui doit être inspirant et ce qui doit les objectifs vraiment à long terme, et sa déclinaison en mission. Identifier les acteurs et les leaders de l'entreprise. Il faut comprendre leurs motivations, les intérêts et l'influence. Identifier les principaux actifs de l'entreprise. Donc, vous avez dû tous y être confrontés, mais tous les application owners, tous les pensent que leur application est la plus critique de l'entreprise. Les ABAC, c'est qu'il y a 2% de patrimoine applicatif vraiment critique pour une entreprise. Et enfin, analyser le business model et les objectifs stratégiques pour pouvoir s'y intégrer. Donc, ce que je vous ai mis sur la droite, j'essaie toujours lors des présentations d'être un peu, académique ou pédagogique, c'est qu'en fait, ça ne s'invente pas. Et pour avoir navigué dans pas mal d'environnements, il y a beaucoup de termes qui sont utilisés. Chaque partie prenante en a une définition différente. Il y a des outils pour comprendre le business d'une entreprise. Le CIPOG, la Power Map, le BMC, le Business Model Canva, etc. sont des outils qui, si à un moment donné, vous êtes perdu pour identifier vraiment les objectifs de l'entreprise, vous posez ces outils-là, vous posez 5 minutes, vous remplissez les référentiels ou les frameworks, et ça va sortir tout seul. Donc, ce que je disais aussi au démarrage, c'est que dans l'analyse des risques, il y a une vraie particularité et qui est aussi le fondement de la cyber, c'est l'identification des menaces. Donc, cette identification des menaces, elle est vraiment pour comprendre ou identifier ce à quoi on est exposé, puisque la priorisation, elle va venir répondre à ces menaces et pas le faire de manière globale ou vouloir faire 100% de protection. Et pour ce faire, de la même manière, on a ce qu'on appelle la Cyber Threat Intelligence, donc la CTI, qui collecte, qui analyse et qui exploite les informations sur les menaces et les risques cyber et qui permet de développer une stratégie de cybersécurité. Elle fait partie d'un ensemble plus complexe, le renseignement cyber, et elle inclut des services comme la détection des indicateurs de compromission, l'étude des groupes d'attaquants. Ça va plus loin, ça va aussi jusqu'à l'analyse sectorielle, économique et géopolitique, puisque vous savez que les menaces elles vont se développer autour d'événements comme les JO, elles vont se développer autour de conflits géopolitiques, etc. etc. Petit aparté sur cette partie-là, c'est vraiment important comme fondation et comme fondement d'une stratégie cyber, être aware ou en tout cas en connaissance, en conscience des menaces auxquelles votre société est exposée. Et là-dessus, on peut s'appuyer sur des acteurs, il y en a assez peu. Je pense que le CEO de MyThreat est dans l'audience, mais en tout cas, MyThreat le fait et adapte son offre de service en fonction de la taille des entreprises. Une fois qu'on a identifié ces menaces, pour pouvoir mettre en place les mesures de protection ou les mesures de réponse en face, il faut comprendre les menaces. Donc il y a plusieurs choses. La première, c'est les motivations. Ça permet de savoir ce à quoi on est exposé. Si je prends un exemple simple, si on est une petite entreprise, on va plutôt être exposé à ce qu'on appelle aujourd'hui des ransomware aléatoires qui sont automatisés grâce à l'intelligence artificielle, etc. Si on est un OIV, un organisme d'intérêt vital, on va forcément être ciblé soit par des organismes, soit par des organisations réellement avec des attaques sophistiquées. Donc, on va pas mettre les mêmes mesures de protection en face. Ce qu'il faut savoir, c'est que la motivation principale, elle reste quand même le gain financier. OK ?
pour comprendre les menaces, il y a 2 outils également, hein. L'Intrusion Kill Chain, qui est un framework qui a été développé par les chercheurs de Lockheed Martin et qui est basé sur le fait que les patterns d'attaque, c'est-à-dire les schémas d'attaque, sont souvent les mêmes. Donc ça permet de poser des mesures de protection ou des réponses à chaque stage de la kill chain. Et enfin, Mitra Attack, qui sont toutes les techniques et tactiques des attaquants qui permettent aussi de mettre en face de ces techniques les réponses idoines. Sur la base de tout ça, il y a vraiment, et je pense que vous le voyez, l'identification des menaces, le niveau d'exposition de la société. Donc, la stratégie, elle va s'adapter non seulement sur le secteur d'activité, la culture et les objectifs stratégiques de l'entreprise, mais aussi sur la taille et son niveau d'exposition. Okay. Donc là, ce n'est pas quelque chose à prendre en tant que tel, mais on peut, par rapport à la taille de l'entreprise, par rapport à son secteur, segmenter et se dire: «Je vais mettre en place telle ou telle mesure en fonction de mon exposition et de ma taille». Sur la deuxième partie, je vais rentrer un peu plus sur, dans le détail sur comment on élabore une stratégie de cybersécurité, pour ne pas rester trop high level. Et le premier point qui est extrêmement important, c'est la pyramide des politiques de sécurité. Donc c'est un modèle conceptuel qui permet de structurer, clarifier et hiérarchiser les politiques de sécurité, et elle assure une mise en œuvre cohérente et efficace des mesures de sécurité qui sont alignées avec les objectifs stratégiques à tous les niveaux de l'organisation. Donc ça, c'est vraiment, je le mets tout en bas. Si cette pyramide n'existe pas, si ces processus n'existent pas, c'est la première chose à faire pour positionner la stratégie. Pourquoi? Parce que du haut, du sommet jusqu'à la base de la pyramide, on va adresser l'ensemble des enjeux, au niveau stratégique, au niveau tactique, au niveau opérationnel et au niveau des normes et directives techniques. Cette pyramide, elle permet aussi de positionner les rôles et responsabilités à chaque niveau de l'organisation. Il y a un sujet qui est énormément d'actualité, que je rencontre beaucoup, c'est l'IT security, ce qu'on appelle l'IT security versus la cybersécurité. D'accord? Chez Airbus, je ne parlerai pas trop d'Airbus, mais on a effectivement cette organisation où on a forcément des product service line qui ont historiquement toujours fait de la sécurité. C'est-à-dire, si je prends un administrateur système qui fait du hardening sur son système, il fait de la sécurité, c'est ce qu'on appelle l'IT security. La cybersécurité, elle est vraiment beaucoup plus large et elle vise à focuser et à prioriser contre les menaces auxquelles on est exposé. Donc elle offre une approche qui est beaucoup plus dynamique pour se protéger contre le développement et l'évolution des menaces à laquelle on est confronté aujourd'hui. Si je vous détaille un peu plus rapidement, on va avoir par exemple en IT security l'installation des anti-malware, tous les antivirus. En cybersécurité, on va plutôt avoir le detect and response de l'EDR. De la même manière, côté IT sécurité, on va beaucoup parler du VPN, de l'encryption du network. Côté cyber, on va embrasser une approche zéro trust qui est beaucoup plus holistique. D'accord? Donc on est plutôt sur une approche statique côté IT security et une approche dynamique côté cybersécurité et surtout orientée menaces et risques. Et c'est très important dans l'élaboration de la stratégie en cyber. OK? Donc dans l'élaboration en tant que telle, moi je suis assez fan de toujours donner des frameworks, de toujours donner des guidelines ou une manière d'aborder des sujets pour qu'on n'oublie pas les éléments les plus importants. Donc on a vraiment 4 étapes. La vision du programme de sécurité, c'est-à-dire l'ambition, vraiment, les missions, c'est-à-dire le cadre dans lequel s'inscrit la vision, la décliner en feuille de route, ce que vous connaissez, les roadmaps, plan stratégique, grandes étapes, jalons clés, etc. Et extrêmement important, le plan d'exécution. Donc ça, j'y tiens énormément en fait parce qu'aujourd'hui, on a beaucoup de programmes de cyber qui vont jusqu'à la feuille de route, qui, une fois qu'ils l'ont construite, ont oublié la vision et qui surtout n'ont pas de plan d'exécution. Ou en tout cas, un plan d'exécution qui est, je dirais, itératif au fil de l'eau. Donc c'est extrêmement important dans l'élaboration d'un programme de sécurité et d'une stratégie de cyber, d'embrasser les 4 dimensions et d'aller jusqu'au bout en fait. Okay. Avec bien sûr la boucle virtueuse d'évaluation et d'amélioration continue. Donc, pour décliner la feuille de route, et là, je vais rentrer dans le détail de chacun des éléments.
La grosse différence entre une stratégie, je dirais, d'entreprise et une stratégie de cybersécurité, c'est qu'on va avoir les mêmes étapes. Donc, il ne faut pas oublier ce qu'on a appris en management ou en strategic management. Par contre, comme tout autre domaine, c'est professionnalisé et il y a des frameworks et des outils pour le faire qui sont différents. Moi, j'ai beaucoup œuvré dans le cloud, qui vont être différents de quand on fait de l'IT ou quand on est dans le périmètre IT. Donc, on va avoir les mêmes étapes, évaluer la situation initiale, ce que disait Laurent, le gap analysis, où est-ce qu'on en est, où est-ce qu'on veut aller. On a des outils comme le BSIMM. On va définir les objectifs de sécurité en utilisant un cadre de référence, donc un framework. Le plus connu en cyber, c'est NIST, que vous connaissez certainement, avec l'ajout du NIST 2 et l'ajout de la gouvernance, qui est une bonne chose d'ailleurs. Et ensuite, identifier les priorités et développer la feuille de route, donc, en fonction de l'évaluation des risques, en fonction de tous les éléments qui ont été faits précédemment. C'est important, je pense, de se dire toujours revenir à des fondamentaux de strategic management. On réinvente rien, en fait. Par contre, on utilise des outils et des référentiels qui sont propres à la cybersécurité et qui permettent de bien positionner les initiatives qu'on veut lancer, les projets, et qui embrassent bien les enjeux de l'entreprise. Une fois qu'on a construit la feuille de route, c'est ce que je disais, une feuille de route sans plan d'exécution, ça n'a aucun intérêt. On va construire le plan d'exécution. Donc, on va décomposer les objectifs en actions, affecter les rôles et responsabilités, établir le calendrier, évaluer et allouer les ressources, mettre en œuvre et faire le suivi. La grosse différence, et c'est moi, je suis en management cyber depuis un peu moins de 5 ans chez Airbus. La grosse différence entre des projets IT standards ou en tout cas des projets qui sont structurés ou connus depuis des décennies, c'est que les objectifs et la mesure du succès sont différentes. C'est là où c'est difficile, dans le sens où l'objectif d'un projet standard, il est simple: réaliser le projet dans les délais, comme on dit, on time, on quality, avec des spécifications définies. Les objectifs d'un programme cyber, il est de protéger les systèmes contre les menaces cyber. Et de la même manière, et je vais y venir, la mesure du succès est difficile comment dire, à reporter au management pour maintenir le buy-in tout au long du programme. La mesure du succès dans un projet standard, il est très simple: achèvement du projet dans les délais, respect du budget, qualité des livrables. En cyber, il est mesuré sur la capacité à prévenir les incidents cyber, à détecter et répondre aux menaces. D'où l'intérêt de tous les frameworks pour définir les bons indicateurs qui vont bien mesurer le succès du programme cyber. Et enfin, le dernier point, et j'étais assez rapide, je pense, communiquer et acculturer. Alors, moi, j'ai toujours été très orienté transformation digitale, que ce soit le cloud. J'ai fait une partie de transformation digitale du front office avec la Digital Workplace, Google Workspace, etc. chez Airbus. C'est souvent le premier budget qu'on cut. Il faut bien, dans la feuille de route et dans la stratégie cyber, mettre l'emphase sur la communication et l'acculturation. C'est à 2 niveaux. Le premier, c'est être en capacité de reporter pour conserver l'adhésion et l'engagement de la direction et des parties prenantes, puisque comme je le disais tout à l'heure, la cyber est souvent comment dire, dépendante de PSL IT, que ce soit les gens qui s'occupent des serveurs, les gens qui s'occupent du stockage, du réseau, etc. Et maintenir tout au long de la transformation l'adhésion des exécutifs. Donc là, je vous ai remis aussi des fondamentaux sur le reporting, la communication autour d'un programme. C'est ce qu'on appelle la pyramide des indicateurs. Les KPI au niveau exec, les métriques au niveau opérationnel et les mesures au niveau technique. Donc ça, c'est important aussi d'avoir, vous voyez un peu le cadre en bas, c'est une scorecard. C'est ce qui va permettre de maintenir l'adhésion, de maintenir les budgets et de mener à bien le programme de transformation cyber. Et la seconde partie, qui est la sensibilisation et la formation, et ça, je pense que c'est vraiment un élément sur lequel il faut mettre une grosse emphase, puisque la majorité des incidents cyber, en fait, impliquent une forme d'erreur humaine. Et les employés non IT, non cyber, sont la première ligne de défense contre les cyberattaques. Donc, vraiment, cette partie communication et acculturation, elle est clé dans les programmes de transformation et c'est aussi vrai pour la cyber. Et voilà. J'ai fait le tour. Just on time, un peu rapide.
C'est parfait. Just in time, ouais. Ça laisse un petit peu de... ça laisse un petit peu de temps pour le moment questions-réponses. Donc, si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser dans la conversation ou bien à lever la main pour qu'on vous donne la parole. Encore une fois, merci Benoît. Le temps que certains posent leurs questions, il y a une question qui m'a été soufflée. Je te la repose. Est-ce que tu considères aujourd'hui que les grandes organisations, en tout cas dans les grandes entreprises, sont suffisamment matures, ont bien pris conscience du rôle des enjeux de la stratégie cyber en entreprise, ou est-ce que, comme le digital auparavant et d'autres sujets avant, on est encore dans une espèce d'entre-deux où ça reste un centre de coût, où on réagit finalement quand ça nous a un peu pété la figure? Alors moi, je dirais presque l'inverse, en fait, c'est que pour moi, on est à un carrefour où il y a eu un blanc-seing sur la cyber dans pas mal de grosses sociétés, en tout cas. C'est-à-dire que les exécutifs ont signé un blanc-seing pour mettre de l'argent sur la cyber. En tout cas, chez nous, Airbus, on est plutôt au carrefour de dire qu'est-ce que ça a apporté. D'où comment dire, le vrai enjeu de poser une stratégie et pas de stacker des technos, en fait. Je vois pas mal de grands comptes, puisqu'on est, on est proche de grands comptes, qui investissent énormément dans les technos, qui ont une workforce qui déploie de la cyber comme ils déploieraient des landing zones AWS, comme ils déploieraient des serveurs, et qui donc, je dirais, engloutissent énormément de budget en ne le mettant pas au bon endroit, en fait. Donc aujourd'hui, typiquement, nous, on est vraiment dans un carrefour où on repose la stratégie pour poser le budget au bon endroit et pour vraiment être en réponse aux menaces auxquelles on est exposé et ne pas courir toujours il faut que j'ai 100% de coverage partout avec toutes les meilleures technos. Merci, merci. Et Moi, deuxième j'ai peut-être une petite question. question. Ah, vas-y, Vas-y, Caro, je t'en vas-y, prie. vas-y. Je pense qu'on a la même, mais on pose la question des autres, donc vas-y, vas-y. Ouais, bon, on est un peu tronqué parce qu'on est dans les mêmes bureaux. Donc, alors, moi, je me demandais si cela arrive que les ciseaux soient au COMEX ou au CODIR ou tout simplement rattachés à d'autres directions dans certaines sociétés. Est-ce que c'est déjà, enfin, est-ce que ça arrive? Est-ce que du coup la cybersécurité est considérée euh, dans les hautes directions, dans les postes à haute responsabilité? Alors, je pense que ça dépend vraiment des sociétés. Nous, on a la chance et je pense que, pour avoir, fait ma thèse sur, la place du CIO, dans la transformation digitale, effectivement, avoir, le CIO ou le CISO, au COMEX, c'est un vrai signe, de buy-in, de l'entreprise. Nous, notre CIO, fait partie du COMEX. Après, on a une organisation qui est assez fragmentée sur ce qu'on appelle plus globalement la digital security. C'est-à-dire on a un CSO qui est patron du CISO. Donc un CSO au sens Chief Security Officer. C'est-à-dire que la personne la plus importante est la personne qui pilote et la digital security et la sécurité physique. On vous remercie encore une fois pour votre présence. J'espère que nous en aurons beaucoup d'autres, que vous avez beaucoup de sujets à partager. Merci encore pour le cadeau que vous nous avez fait, parce que c'est vrai que vous avez répondu présent immédiatement et ça nous fait très plaisir. On aura d'autres sujets à partager, aussi techniques et experts que ces deux-là. Et en plus, ça nous a fait plaisir de vous revoir. Merci à tous les participants. Et pour ceux qui sont présents demain à la crémaillère, je vous dis à demain. Merci Lucie aussi pour l'organisation. Merci Laurent, merci Merci. Benoît, Merci merci beaucoup. Caro. Merci à vous.